On a passé beaucoup de temps récemment à analyser la maîtrise de soi. On a exploré en profondeur comment dompter nos propres pensées et comment identifier ces fameux déclencheurs internes qui nous poussent en fait vers la distraction. Ouais, et comment bloquer notre temps de manière hyper intentionnelle aussi. C'est un travail individuel qui est vraiment fascinant. Carrément. Mais une pensée persistante s'est un peu imposée en préparant cette exploration d'aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsque l'on fait tout parfaitement sur le plan personnel, mais que c'est l'environnement de travail lui-même qui sabote absolument tous nos efforts? Ah bah c'est la grande question ça, hein. C'est là que toutes les méthodes de productivité personnelle s'effondrent un peu en fait. Exactement. Quand on y réfléchit bien, essayer d'être productif et concentré dans certaines entreprises modernes, c'est comme essayer de suivre un régime strict tout en travaillant dans une pâtisserie où le patron te force à goûter les gâteaux, quoi. C'est une excellente image. Ou alors, c'est comme essayer d'isoler phoniquement une pièce alors que les murs sont faits de papier. Le problème dans ce cas-là, c'est pas le casque anti-bruit de l'employé, c'est vraiment l'architecture même du bâtiment. Du coup, l'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de comprendre exactement pourquoi certaines cultures d'entreprise nous rendent complètement accros aux interruptions et surtout, comment renverser la vapeur. Absolument. Et pour ça, les recherches sont vraiment riches. On a des études fondatrices comme celle de la chercheuse Leslie Perlow à Harvard, ou encore les données massives du fameux projet Aristotle de Google, tu vois. Bref, on a pas mal de pain sur la planche. Bon, décortiquons un peu tout ça. L'image du mur en papier que tu donnais, elle illustre parfaitement le cœur du problème, non? Ouais, tout à fait. On passe notre temps à optimiser nos outils individuels de concentration, alors que la structure autour de nous laisse passer tout le bruit en fait. Le monde professionnel a vraiment cette tendance à blâmer l'individu pour son prétendu manque de volonté. C'est clair. On nous dit toujours de méditer, de désactiver nos notifications, de mieux nous organiser, quoi. Exactement. Sauf que les données pointent vers une dynamique beaucoup plus systémique. Et pour vraiment observer ce mécanisme à l'œuvre, le cas du cabinet de conseil Boston Consulting Group, le fameux BCG, est assez édifiant. Ah oui, le BCG. C'est quand même l'une des entreprises les plus prestigieuses au monde, un vrai aimant à cerveau ultra brillant. C'est ça. Et pourtant, à une certaine époque, l'entreprise souffrait d'un mal chronique. Une culture du travail ininterrompue, un état de connexion permanente qui menait à une véritable hémorragie de talent du coup. Donc des employés pourtant super résilients, parmi les mieux formés du marché, qui fuyaient l'entreprise à cause d'un épuisement total. Voilà. Et la chercheuse Leslie Perlow a passé 4 ans, 4 ans à infiltrer et analyser ce microcosme pour comprendre comment une telle concentration d'intelligence pouvait générer un environnement de travail aussi toxique. Mais attends, avant d'aller plus loin là-dessus, il y a une idée reçue super tenace qu'il faut adresser tout de suite. Est-ce que c'est pas tout simplement la faute de la technologie en fait? C'est-à-dire, On parle de consultants équipés de smartphones de dernière génération, de messageries qui clignotent partout, d'emails pro qui atterrissent dans la poche à 2 heures du matin. ouais, je vois où tu veux en venir. L'intuition, elle nous dicte que la technologie elle-même nous harcèle jour et nuit. Si on supprime les smartphones ou qu'on coupe les serveurs à 18 heures, le problème disparaît de lui-même, non? Eh bien, les données de terrain détruisent cette théorie de manière assez spectaculaire, figure-toi. La technologie, c'est juste un amplificateur de signaux. C'est un outil de transmission. En gros, c'est le thermomètre, c'est pas la fièvre. Ah, donc la maladie vient d'ailleurs. Carrément. La véritable maladie, elle s'enracine dans une culture d'entreprise dysfonctionnelle. Les recherches en psychologie du travail démontrent que les environnements qui combinent des attentes de performance extrêmes avec un manque total de contrôle individuel, ça agit comme de puissants générateurs de détresse psychologique. Du coup, c'est la perte d'autonomie qui crée le stress, pas l'outil technique en lui-même. Exactement. Lorsqu'un être humain ressent une perte de contrôle sur sa propre vie, son cerveau limbique génère de l'anxiété. Et pour apaiser cette anxiété, il cherche instinctivement une distraction ou un comportement compulsif pour reprendre l'illusion du contrôle, quoi. Et c'est exactement ici que s'enclenche ce que Leslie Perlow définit comme le fameux cycle de réactivité, c'est ça? T'as tout compris. Ce cycle, c'est vraiment le moteur invisible de l'épuisement dans ces boîtes. Ce cycle de réactivité, il mérite vraiment qu'on s'y arrête 2 secondes. Si on le décompose de manière clinique, il y a d'abord un déclencheur, ensuite une action, et enfin un résultat qui vient renforcer tout le problème. C'est ça. Prenons un exemple concret. Le déclencheur, ce serait un responsable de projet qui envoie un email un samedi soir. Peut-être juste parce qu'il a eu une idée en regardant la télé et qui voulait s'en débarrasser l'esprit, tu vois. Ouais, il se dit pas forcément qu'il met la pression, mais l'action suit immédiatement côté employé. Absolument. L'employé, conditionné par la peur de paraître désengagé, il voit cet email.
Son rythme cardiaque s'accélère. Il interrompt son dîner en famille et il répond dans la minute. Et le résultat immédiat pour cet employé, c'est un soulagement temporaire de son anxiété. Il se dit « Ouf, j'ai prouvé ma valeur ». Sauf que le résultat à long terme est complètement dévastateur. En répondant un samedi soir, il vient de cimenter une nouvelle norme implicite. Il vient d'envoyer un signal super clair à sa hiérarchie du style « Mon temps personnel n'existe pas, je suis disponible H24 ». Et la prochaine fois, le manager s'attendra, même inconsciemment, à cette réactivité extrême. Ce comportement totalement déviant devient la nouvelle ligne de flottaison de l'entreprise. C'est un engrenage redoutable, en fait. C'est un cercle vicieux. On comprend bien que c'est pas le serveur mail qui a forcé ça, c'est l'insécurité profonde de l'employé. Et le coût humain est juste astronomique. C'est clair. On en arrive à des gens qui se mettent à vérifier leurs messages en conduisant ou sous la table pendant les matchs de foot de leurs enfants. Ça crée une espèce de fracture permanente dans leur attention. Ils s'adaptent à cette culture tout simplement parce que la survie sociale au sein de l'entreprise l'exige, quoi. Bon, alors face à ce constat, comment Leslie Perlot, elle a opéré au BCG? Parce que si confisquer les téléphones, ça s'attaque qu'aux symptômes, comment elle a guéri la culture de l'équipe qu'elle observait, l'équipe dirigée par ce manager nommé Doug? Eh bien, l'intervention de Perlot, elle a pris la forme d'un défi très spécifique. Elle a imposé à cette équipe ce qu'elle a nommé une soirée de repos prévisible. Une soirée de repos prévisible, ça a l'air simple dit comme ça. En apparence, ouais. Le concept tenait en une règle d'or. Chaque membre de l'équipe, à tour de rôle, devait bénéficier d'une soirée par semaine totalement déconnectée. Aucune exception, aucune urgence client ne pouvait justifier une interruption. Et j'imagine que le mot-clé ici, c'est pas repos, mais bien prévisible. Exactement. C'est le côté prévisible qui change tout. Ce qui fait parfaitement écho à nos explorations précédentes sur la nature humaine, en fait. On a déjà établi que l'incertitude constante génère un pic de cortisol. L'incapacité de prévoir si notre soirée sera interrompue ou non, ça crée un état de vigilance permanente qui draine notre énergie cognitive. Ouais, réintroduire de la prévisibilité, c'est littéralement éteindre le système d'alarme du cerveau. C'est redonner de l'autonomie pure et simple. Et j'imagine que le soulagement psychologique a dû être immédiat pour ces consultants. Oh que oui! Ils pouvaient enfin planifier un dîner sans regarder leur écran toutes les 3 minutes. Mais le truc fou, c'est que le véritable bouleversement culturel, il s'est pas du tout produit pendant ces soirées de repos. Ah bon? Il s'est produit quand alors? Il s'est produit au bureau, en plein jour, pendant les heures de travail. Pour garantir que chaque consultant puisse vraiment disparaître des radars un soir par semaine sans que les projets clients s'effondrent, l'équipe de Doug a dû faire un truc inédit pour eux. Quoi donc? Se parler de l'organisation du travail. Ils ont été obligés d'instaurer des réunions de coordination régulières. Non, mais l'ironie est délicieuse. On accuse tout le temps les réunions d'être la source de distraction par excellence en entreprise, et là, c'est une réunion qui devient l'antidote. C'est fou, hein? En se forçant à protéger le temps de chacun, ils ont dû cartographier les vraies urgences. Ils ont dû avouer à haute voix qu'ils ne savaient pas comment gérer telle ou telle échéance sans sacrifier la soirée d'un collègue. Et le mécanisme clé est là, en fait. Ce forum de discussion, il s'est métamorphosé en un espace sûr. Exactement. Avant, un consultant qui bloquait sur une présentation, il se taisait, il passait la nuit dessus en cachette, et ça alimentait le cycle de réactivité. Alors qu'avec ces réunions, les problèmes opérationnels étaient mis sur la table. Les gens ont pu dire des trucs comme « ce processus de validation par le client est inefficace et ça nous crée des urgences artificielles à 18 heures avant ». Voilà, en nommant les dysfonctionnements, ils ont cessé de les compenser par du surtravail clandestin. Les entreprises confondent souvent le turnover et l'hyperconnexion avec la culture elle-même, alors que ce ne sont que les symptômes d'une culture du silence. En brisant ce silence, l'équipe de Doug a carrément brisé l'obligation de distraction. Le silence, c'est donc ça, le véritable ennemi, quoi. Absolument. Quand les processus sont cassés mais qu'on a trop peur pour le signaler, on colmate les brèches en travaillant de manière compulsive. Mais on pourrait logiquement se dire que le cabinet de conseil en stratégie, c'est un écosystème très particulier, tu vois. C'est rempli d'ultra-compétiteurs. Est-ce que cette théorie de la communication ouverte, ça tient la route dans d'autres univers? Bonne question. Et pour vérifier l'universalité de ce phénomène, il faut regarder du côté du géant de la tech, Google. Ils ont lancé une initiative colossale. Ça s'appelait le projet Aristotle. Le projet Aristotle, qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement? Pendant 2 ans, ils ont disséqué le fonctionnement de centaines de leurs propres équipes pour essayer de craquer le code algorithmique de l'équipe parfaite, en fait. C'est très Google, ça, comme approche. Carrément. Au départ, ils ont émis des hypothèses basées sur des croyances classiques. Ils pensaient que les meilleures équipes, c'était celles avec les QI les plus élevés, ou celles qui partageaient les mêmes passions le week-end, ou encore celles avec la hiérarchie la plus stricte. Je vois très bien le piège.
Il cherchait une équation mathématique basée sur le pédigré des gens. Sauf que mettre 10 génies absolus du code dans la même pièce, ça garantit pas du tout l'innovation, ça garantit plutôt une guerre d'ego monumentale où personne s'écoute, quoi. T'as tout juste. Les algorithmes de Google n'ont trouvé aucune corrélation significative entre la composition technique de l'équipe et son succès. Zéro. Et donc, c'était quoi la découverte majeure? Le facteur qui écrasait tous les autres, de très loin, c'est un concept issu des sciences comportementales. Ça s'appelle la sécurité psychologique. Ah, on touche au cœur du réacteur, là. La sécurité psychologique, c'est un terme qui peut sembler un peu doux, presque de l'ordre du confort émotionnel, tu vois, mais sa mécanique, elle est extrêmement pragmatique. Comment la professeure Amy Edmondson définit ce phénomène précisément? Edmondson, elle définit ça comme la croyance partagée par les membres d'une équipe qu'il est sans danger de prendre des risques interpersonnels au sein du groupe. Concrètement, c'est la certitude viscérale que tu ne seras pas puni ou humilié pour avoir partagé une idée bizarre. C'est ça, ni marginalisé pour avoir posé une question qui montre que t'as pas tout compris, ou pire, pour avoir admis une grosse erreur. Du point de vue neurologique, c'est super clair, l'absence de sécurité psychologique, ça active directement l'amygdale. Le centre de la peur du cerveau, quoi. Exactement. Et quand l'amygdale s'active, tu entres en mode survie, le fameux combat ou fuite. Tes fonctions cognitives supérieures se mettent en veille. Et au bureau, cette fuite, elle prend quelle forme? Eh bien, elle prend la forme de la distraction. On va trier frénétiquement des emails sans importance pour avoir l'air occupé, on navigue sur le web, on se cache derrière des petites tâches sans valeur. Tout ça parce que prendre une vraie initiative visible, ce serait beaucoup trop risqué. C'est brutal comme révélation, parce que ça décrit probablement le quotidien de millions de travailleurs. On a tous déjà ressenti ce petit frisson d'hésitation avant de lever la main en réunion, non? Ah bah oui, clairement. Cette petite voix qui te murmure un truc du genre « Si je demande comment fonctionne ce nouveau logiciel, ils vont tous capter que je suis largué et mon éval annuel va en prendre un coup. » Et donc, résultat, tu te tais, tu fais semblant de maîtriser, tu perds 3 heures à chercher un tuto médiocre sur Internet, et le dysfonctionnement global de l'entreprise s'aggrave. Du coup, la question devient très très opérationnelle. Comment on construit cette sécurité psychologique? Parce que bon, ça se décrète pas dans un mail RH du lundi matin. Non, ça c'est sûr. Edmondson a structuré une approche très concrète en 3 grandes étapes pour basculer d'une culture de l'exécution anxieuse à ce qu'elle appelle la zone d'apprentissage. Ok, on écoute. C'est quoi la toute première étape? La première étape, ça exige de changer radicalement la définition même de notre travail quotidien. Les boîtes fonctionnent souvent sur un modèle industriel très ancien, du style « le plan est parfait, il suffit de l'exécuter sans dévier ». Et elle propose quoi à la place? De recadrer le travail comme une problématique d'apprentissage. Il faut expliciter le fait que l'environnement est complexe, que les marchés bougent tout le temps et que l'équipe va affronter des problèmes inédits. Ça nécessite la vigilance et l'intelligence de tout le monde. Je suppose que l'impact psychologique de ce recadrage il est quasi immédiat. Si on considère que tout doit être une exécution parfaite, la moindre anomalie devient une faute professionnelle qu'on a envie de cacher. Exactement. Alors que si on déclare collectivement que le travail c'est une expédition d'exploration, l'erreur change complètement de nature. C'est plus une marque d'incompétence, ça devient une donnée de navigation essentielle. On informe l'équipage qu'il y a un récif, quoi. Mais pour que ce changement de paradigme soit crédible, il faut que la hiérarchie joue le jeu, non? Parce que si le manager affirme qu'on est là pour apprendre, mais qu'il pète un plomb à la première erreur, le vernis craque dans la seconde. Ah ben ça, c'est le grand classique. Et c'est ce qui nous amène directement à la deuxième étape, qui demande une dose de courage managérial assez rare, il faut le dire. Pour que l'équipe se sente en sécurité, le leader doit activement admettre sa propre faillibilité. Oula, admettre ses failles en tant que boss, c'est pas gagné partout. La hiérarchie traditionnelle, elle exige un peu l'omniscience. Le chef est censé avoir toutes les réponses. C'est ça le problème. Edmondson explique que le dirigeant doit être le tout premier à prononcer des phrases libératrices comme « je ne sais pas » ou bien « j'ai fait une erreur d'analyse sur ce dossier, vous en pensez quoi ?» C'est fort ça. Quand quelqu'un qui a l'autorité dévoile une faille, ça abaisse instantanément le bouclier défensif de tout le monde dans la pièce. Exactement. Il prouve par l'exemple que la vulnérabilité n'entraîne pas de punition. Le cerveau social des employés enregistre cette espèce de permission implicite de baisser la garde. C'est super puissant, parce que ça désamorce toute l'imposture collective. Dès que le masque de perfection du leader tombe, les collaborateurs peuvent arrêter de gaspiller leur bande passante mentale pour protéger leur propre masque. Ils peuvent enfin bosser sur les vrais problèmes. Voilà, l'énergie revient là où elle est utile. Mais bon, une fois que le boss a montré ses failles et prouvé que l'erreur était permise, il faut transformer cet espace de confiance en action productive.
Et ça, c'est la troisième étape, j'imagine. Quelle est la mécanique pour consolider cette nouvelle dynamique? La troisième étape, c'est de transformer cette sécurité passive en moteur d'action. En gros, il s'agit de modéliser une curiosité proactive en posant énormément de questions. Donc il suffit pas de dire aux gens « vous avez le droit de parler ». Non, pas du tout. Il faut aller chercher la parole de l'autre de manière structurée. Au lieu de débarquer en réunion avec des affirmations catégoriques qui tuent le débat direct, le leader et les équipes doivent utiliser des questions ouvertes. Du genre quelles sont les failles de mon plan selon votre expertise technique ?» Voilà, exactement. Ou alors, qu'est-ce qui nous échappe dans les retours de ce client? Le simple fait de poser la question, ça crée un appel d'air. Ça oblige la personne en face à s'engager et surtout, ça prouve que sa voix est vraiment valorisée. Au final, si on rassemble toutes les pièces de cette mécanique, on réalise à quel point notre vision de la distraction, elle est super tronquée en fait. Complètement. Un environnement de travail sain, où les gens peuvent s'immerger dans des tâches complexes sans être sans cesse interrompus, ça s'achète pas avec des logiciels de blocage. Sûrement pas, non. On guérit pas l'hyperconnexion en interdisant l'accès aux réseaux sociaux sur le Wi-Fi ou en instaurant des règles drastiques sur le droit à la déconnexion. Ces mesures cosmétiques, elles échouent toujours parce qu'on ne guérit pas un symptôme en l'étouffant de force. La concentration profonde, elle s'obtient uniquement en créant un tissu social où la parole est libre. Le vrai danger pour la boîte, c'est pas le bruit incessant des notifications Slack. Le danger absolu, c'est le silence. C'est le silence lourd des gens qui souffrent d'une charge de travail totalement irréaliste, qui voient les processus s'effondrer et qui subissent le cycle de réactivité au quotidien, mais qui n'osent pas dire un mot par peur de paraître faible. C'est exactement ça. Le silence face aux interruptions, c'est le terreau fertile de l'épuisement professionnel. Et en comprenant ça, on est confronté à un nouveau défi assez vertigineux pour l'avenir. Lequel ? On vient d'analyser comment la sécurité psychologique repose sur une alchimie super subtile de communication, d'empathie, de signaux non-verbaux. Mais comment on transpose cette mécanique si délicate à l'ère du télétravail massif et asynchrone? Ah oui, vaste sujet. Comment construire cette certitude viscérale de ne pas être jugé quand tout passe par des écrans interposés? Chaque message sur un chat peut être mal interprété, sorti de son contexte. Les signes non-verbaux qui désamorcent l'anxiété, comme un sourire ou une intonation, disparaissent sous le filtre de l'écran. Créer cet espace de sécurité, ça demandait déjà un effort titanesque dans un bureau physique. Le faire à distance, ça va exiger une ingénierie managériale sans précédent pour éviter que l'isolement ne se transforme en paranoïa. C'est un défi vital pour l'avenir du travail, ouais. Mais les dynamiques humaines, notre cerveau limbique, ça reste le cœur du réacteur. Mais pour le moment, avoir décortiqué la racine du mal, cette culture du silence, c'est déjà une étape monumentale pour reprendre le contrôle de notre attention collective. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.